Bonjour. L'entretien que vous allez entendre a été enregistré durant le Festival de Cannes, au lendemain de la projection en avant-première du film Mars Express. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mars Express, c'est un film d'animation et de science-fiction, ce qui est assez peu commun dans le paysage cinématographique français, qui va prendre des éléments de scénario du film noir. En effet, il raconte l'histoire de Aline, une détective privée, et de son partenaire Carlos, un androïde, afin de mener une enquête pour un riche homme privé qui va mêler hacking et disparition inquiétante. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation! Il enfreint la directive 1. Au fur et à mesure, ils vont en apprendre à découvrir plus sur leur planète et sur les différentes strates qui s'y trouvent. Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? En ce qui concerne la toute première question de cet entretien, mon micro n'a pas fonctionné. Du coup, je me dois de la refaire auprès de celui-ci. Et après, vous pourrez entendre le reste de l'entretien normalement. La première question tournait autour de l'univers du film. Dans le dossier de presse, on trouve beaucoup de dates, de données biologiques et sociologiques, comme une sorte d'encyclopédie. Néanmoins, dans le film, cela est assez peu présent. Le film préfère se concentrer sur l'histoire et non sur le lore. D'où ma question auprès de Jérémy Perrin, son réalisateur. Comment exploiter le lore d'un univers et son histoire sans alourdir les scènes d'exposition? Oui, c'est une bonne question. Moi, justement, je suis pas ce genre de geek qui est complètement obsédé par le lore des univers, des films ou des histoires qu'il regarde ou qu'il consomme. Je pense c'est vraiment important de développer tout un tas d'univers et de détails constituant cet univers, a fortiori quand c'est un univers de science-fiction ou de fantasy, ce que tu veux. Mais pour moi, il ne faut pas en mettre plein la figure du spectateur, il faut que ça soit une base, si tu veux, sous-jacente à l'intrigue. Et généralement, le lore se construit aussi fonction de la dramaturgie, de la narration, de ce dont tu as besoin dans ton film. Parce que on n'a pas développé des trucs tellement inutile en fait, si tu veux. On est resté circonscrit à Noctis, qui est la ville dans laquelle se déroule une grande majorité de l'histoire de Mars Express, et Noctis étant une ville artificielle installée sur Mars. On a défini tout un tas de systèmes qui vont du système de périphérique autour de la ville à travers des canyons, où on a imaginé tout ce qui était météo artificielle, à quelle heure il pleut, tous les jours à la même heure dans la nuit, de 4h à 5h, etc. C'est des choses qu'on voyait à une époque dans le storyboard d'ailleurs, et que j'ai supprimé parce que c'était un petit peu long. Mais voilà, en fait, c'est des choses qui sont pas toujours apparentes, mais qui sont structurantes quand même pour les actions des personnages et pour le ressenti du spectateur, à mon avis, pour qu'il ait cette sensation d'une ville vivante et d'un univers plausible. Mais justement, en parlant de cet univers plausible, vous avez travaillé avec Sylvain Boulet, le scénariste, et toi. Et c'est marrant parce que dans le dossier de presse, il y a cette phrase qui est notée sur ta biographie, il y a écrit « Après des études de scientifiques ennuyeuses ». Ça te plaisait pas les... Oui, non, pas du tout, mais moi j'aimais pas l'école, je détestais ça. Mais du coup, justement, quand j'ai lu ça, ça m'a surpris d'aller chercher du coup Sylvain Boulet qui travaille sur l'univers des planètes, d'avoir fait appel à lui pour chercher la cohérence scientifique du film, alors que ça se passe dans 2 siècles. Pourquoi vouloir... Ah, mais parce que ça a beau se passer dans 200 ans, je pense que les temporalités planétaires sont plus ou moins les mêmes. Enfin, tu vois, c'est du temps long quand même en termes cosmiques. Donc, tout ce que tu as de réel aujourd'hui sur les connaissances qu'on a de Mars et de factuel et de juste le seront toujours dans 200 ans. Donc, nous, ce qu'on voulait aussi, c'était utiliser ces connaissances pour que notre rêve martien, notre prospective martienne ait l'air quand même un peu cohérente, légitime et fondée sur des choses concrètes qu'on connaît aujourd'hui. On lui a demandé où il placerait sur quelle région de Mars. Voilà, sur quelle région de Mars. Il nous a montré tout un planisphère de la planète. Toutes les régions sont déjà nommées. Il y a une vraie cartographie complète déjà de la planète depuis longtemps. J'ai découvert plein d'endroits que je ne connaissais pas. Et la ville Noctis tient son nom de ce réseau de canyons et
d'anciennes coulées de lave effondrées. Qui s'appelle Noctis Labyrinthus en réalité. Bon, on a raccourci parce que c'est un peu trop longué, et puis au final Noctis Labyrinthus, on trouvait, ça nous faisait marrer, on trouvait que ça faisait très jeu de rôle, tu vois, genre Heroic Fantasy. Ça fait penser à Transformers. Oui, peut-être aussi, ouais. Mais voilà, donc on a raccourci, et bon, maintenant le risque qu'on prend avec juste Noctis, c'est que des gens nous demandent est-ce que ça a un rapport avec le héros de Final Fantasy XV? Non, pas du tout. C'est juste que ça s'appelle comme ça dans la réalité. Je dois enlever mes 15 questions sur ça du coup. D'accord. Mais et c'était plaisant à suivre malgré c'est des amours peut-être pour la science. Enfin, je sais pas. Non, j'ai aucun désamour pour la science. En fait, j'ai fait un bac S, et c'est les études en général à l'école. Tel que c'est enseigné, etc. Enfin, je vais pas me lancer dans une critique de l'éducation nationale, mais bon, voilà. Ici, c'est autorisé. Ouais, là, je sais, mais non, on n'en aurait pas pour un quart d'heure, parce que je suis pas non plus un professionnel de ça. Mais non, c'est juste que je me faisais super chier. J'étais comme Tom Sawyer, j'aimais pas l'école, quoi, c'est tout. Je préférais. Enfin, si tu veux, c'est vraiment l'enseignement qui était celui du par cœur et qui me donnait pas envie. Tu fais que régurgiter des choses. L'école est supposée te libérer et t'apprendre à avoir un esprit libre, effectivement, et en fait tout ce qu'on fait, c'est te donner des dates en histoire, et te faire apprendre des équations en maths, et puis voilà, on t'explique pas tant que ça pourquoi, comment. J'ai fait des études scientifiques, je comprends totalement. Mais après, j'ai eu des super profs, ça n'empêche pas, je veux dire, c'est pas, et des profs horribles, enfin comme tout le monde, mais voilà. Toujours dans le dossier de presse, hein, encore lui, tu parles par rapport à ton intention graphique, tu dis que tu voulais t'orienter vers un réalisme épuré, et tu justifies ça parce que c'est un meilleur mélange, que ce soit le mélange des humains et des robots, ou le mélange des registres, hein, sombre et comique. Comment t'es arrivé à te dire, à aller sur cette piste pour l'animation? Je pense qu'en premier lieu, c'est quand même une sensibilité personnelle que je m'explique pas complètement, qui passe par tout un tas d'influences de dessinateurs que j'aimais quand j'étais gosse, et qui m'ont travaillé et que je régurgite comme ça. Mais maintenant, je considère que, enfin, j'essaye de faire que ce graphisme soit aussi compatible avec ce que raconte le film, avec ses thématiques. Et je sais que, par exemple, j'avais fait un clip il y a déjà plusieurs années, une bonne dizaine d'années maintenant, qui s'appelait Fantasy, pour un groupe qui s'appelle Die. Et c'est un court-métrage, un clip vidéo qui se passait dans une piscine, et si tu veux, il y avait une cassure d'ambiance au milieu du clip. Ça a commencé comme une espèce d'amourette adolescente un peu, voilà, et ça finissait en film d'horreur. Et il m'avait fallu trouver un style graphique qui puisse se marier tant avec le début, l'ambiance de départ, que celui de la fin. Et il m'était apparu que le graphisme, disons réaliste, en tout cas voilà, réaliste et nécessairement simplifié et épuré, parce qu'en animation on peut pas faire trop de détails partout, sinon ça devient très compliqué, enfin très long à dessiner. Il m'est apparu donc que ce style graphique permettait de se marier avec toutes les tonalités possibles d'une histoire en film, quoi. Au même titre que la prise de vue réelle, pour moi, étant une forme de... Bon, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais on atteint une forme de neutralité puisqu'on est proche du réel. Après, là où c'est faux, c'est que bien sûr, il y a un travail esthétique sur les décors, les costumes, le travail de la lumière, etc. Mais si tu veux, pour moi, il y a quand même ce point d'ancrage avec le réel, dans le graphisme réaliste, qui permet de jamais trop savoir... On s'attend pas aux émotions par lesquelles on peut passer à travers le film, quoi, en animation. Si tu as un dessin qui est hyper cartoon, bah, tu t'attends à ce que ce soit comique, tu vois ce que je veux dire. Et si c'est pas comique et que c'est hyper gore, ça va potentiellement devenir assez cynique ou quoi, parce que tu as un univers graphique qui va être très mignonné et un truc très violent en même temps. Enfin voilà. Donc je voulais pas jouer de ça, je voulais que les spectateurs, en arrivant dans le film, ils sachent pas à quoi s'attendre, en fait. Toujours par rapport à la question de l'animation, hein, tu travailles depuis Last Man avec Everybody on Deck, qui, alors si j'ai bien compris, est spécialisé dans les projets d'animation en 2D. Donc toi aussi tu sembles attaché à cette forme d'animation. Est-ce que tu serais tenté de passer à la 3D, ou tu considères que la 2D, justement par rapport à l'attachement, le réalisme, c'est mieux de rester en 2D, ou la 3D ça pourrait te tenter?
Bah, moi j'aime toutes les formes dans l'animation, j'ai pas de problème, toutes les techniques et tout. D'ailleurs dans Mars Express on a fait un mix de 2D et de 3D malgré tout. Ouais. Avec, et c'est vrai malgré tout, l'esthétique qui prévaut est quand même celle de la 2D puisque la 3D qu'on utilise a tendance à imiter, à s'intégrer à la 2D plutôt que l'inverse. C'est-à-dire, La 3D c'est dans les mouvements de caméra par exemple? oui, ou tous les robots. Ah d'accord. Bah alors, Tous les robots j'ai sont très en mal fait 3D. mon travail. Tous les robots sont en 3D, t'inquiète pas. Tous les robots sont en 3D, ils sont en cel shading pour se marier avec les personnages humains dessinés à la main. Ah bah le mélange passe super bien. Et alors, il y a des nuances, parce que évidemment, ça serait trop simple. C'est que les robots, dans le film, les robots qui se considèrent humains sont dessinés à la main. Et les robots qui sont d'une technologie extrême, ceux qui sont très réalistes, du type... non, je vais pas dire de nom, ça va spoiler. Eux sont aussi dessinés à la main. Mais sinon, ouais, c'est 3D, ouais. Ah, c'est une super idée de mise en scène. Bah, surtout que j'en joue à la fin quand je vais le dire comme ça, et ça, les gens ne comprendront pas, même s'ils écoutent ça avant d'avoir vu le film, ce qui est une drôle d'idée. C'est que quand Carlos se retrouve tout nu, son corps est en 3D et sa tête est en 2D. Et c'est en rapport avec les thématiques qu'il traverse. Ah, ok. Là, on commençait un petit peu à venir sur la question du public. J'ai vu que le public visé, c'était des fans de science-fiction, aussi bien adultes qu'adolescents. Donc quand même, on s'exclut, on se prive d'une partie, la public un petit peu enfantine. Est-ce que c'est pas un petit peu trop risqué dans le monde de l'animation, surtout quand il y a ce cliché qui colle à la peau que l'animation c'est exclusivement pour les enfants, enfin de faire de l'animation dite adulte, est-ce que c'est pas un peu trop risqué, surtout en France avec d'un point de vue financement ou autre? Si, bien sûr, c'est risqué, mais si on le fait pas, personne ne le fera jamais. Donc il faut sortir de cette idée que l'animation c'est que pour les enfants. Je crois que c'est quand même une pensée qui disparaît de plus en plus, enfin notamment... on peut remercier l'animation japonaise, à mon avis, pour ça. L'animation américaine aussi également, mais c'est vrai que l'animation américaine a plutôt eu tendance, dans sa vision de l'animation adulte, à partir dans la comédie et la satire. En commençant certainement par les Simpsons en termes de très grand public, parce qu'avant on peut remonter à Fritz the Cat ou même Le Seigneur des Anneaux éventuellement, qui était quand même finalement assez grand public, mais bref. Celui de Bakshi? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Les films de Bakshi en gros, puisque Fritz the Cat c'est aussi lui. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, ce qui a vraiment lancé le truc de manière très populaire et plus pérenne, c'est les Simpsons, je pense, puis South Park, et puis Futurama, Rick et Morty maintenant, etc. Mais ça reste toujours dans cet esprit quand même plutôt comédie, quoi. Et voilà, donc chez nous en France, je crois qu'on a eu tendance à faire de l'animation adulte qui était soit très sérieuse, de type devoir de mémoire, enfin je pense à Persepolis, Les Hirondelles de Kaboul, ce genre de films, tu sais, historiaux, sociaux, politiques. Oui, c'est, ce que je dis là n'est pas, un jugement, c'est plutôt une analyse du type de cinéma que l'animation adulte a produit chez nous. Soit ça, soit des choses très un peu plus adolescentes, je dirais, et dans lesquelles je m'inclus également, hein, avec Last Man ou avec certains clips que j'ai faits, qui étaient des trucs très bourrins et qui qui m'apparaissent comme des moments de ras-le-bol d'avoir fait des trucs pour enfants. On fait n'importe quoi, on se relâche, mais on le fait un peu n'importe comment, et puis ça baffe de partout, ça explose, il y a du sang. Là, je pense à Motafoukaz. Ouais, alors je l'ai pas vu. Moi non plus. Je peux pas. Je vais pas me. Avec Mars Express, je voulais essayer de faire une proposition de cinéma adulte, de genre, on va dire, et qui soit pas non plus forcément. Comment dire, provoquant d'une manière adolescente, c'est ma façon de le voir, comme j'ai pu l'avoir fait déjà auparavant. Okay. C'est le film de la maturité. Oh. Non, ça sera le. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Quoique si, c'est le deuxième. Normalement, c'est à partir du deuxième que c'est. Alors en fait, c'est le premier long métrage. Mais... Ah, c'est pas le deuxième. Non, Last Man, j'ai fait ça avant, mais c'était une série, donc. Mais après, j'ai rapidement vu sur. Alors, c'est juste un peu en temps que j'ai vu ça. J'ai vu un film de 1h10 sorti en 2018
Alors c'est peut-être... alors j'ai plus le nom du film, mais du coup, parce que en fait... J'ai fait un film dont je ne me souviens pas. Bah, En ouais, parce que 2018. en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah, c'est son premier long métrage, et j'ai fait une rapide recherche, mais je l'ai pas approfondi, je vais être honnête, donc... Mais bah alors du coup, Non, non, cette le film de ligne la est fausse. maturité, le film de la maturité, ça sera du coup pour la prochaine fois. Oui, j'espère que ce sera pas le premier, le film de la maturité. Il y a des réalisateurs comme ça qui ont fait leur grand chef-d'œuvre au premier film et après, malheureusement pour eux, étaient souvent en dessous. Bon, c'est déjà bien d'avoir fait un chef-d'œuvre, hein. Mais C'est mieux bon, d'en j'espère faire que ça sera pas ça. Mais justement, en parlant de réalisateurs qui ont fait des chefs-d'œuvre, t'as grandi dans les années, t'as grandi avec des cinéastes des années 70, 80. Donc il y a des noms qui ont été donnés. 90 aussi, bien sûr. 90. Ouais. Bah là, je vois parmi les noms Ouais. en tout cas, qui ont été que j'ai pu récolter, il y avait Scorsese, Coppola, Cimino, De Palma, Carpenter. Mhm. Est-ce que c'est des cinéastes qui t'ont inspiré dans... C'est que des Américains. Pas le droit. Non, non, j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est vrai que je sais plus d'où. C'est dans le dossier de presse, ça? C'est encore une fois le D'accord, dossier de d'accord. presse. J'ai pas Ouais. voulu me répéter, Oui, mais oui, quasiment oui. toutes mes questions Ouais, sont ouais. tirées de là. D'accord. Mais je voulais savoir, est-ce que, est-ce qu'ils t'ont inspiré dans ta vision de ta mise en scène? Et là, justement, dans ce film de science-fiction, est-ce que tu as eu des références? Moi, j'en ai noté quelques-unes, Ouais, ouais. à voir si je les ai. Mhm. Mais... Alors, pas directement forcément tous liés aux réalisateurs qui sont nommés là, qui ont peut-être que j'ai peut-être dû nommer à droite à gauche dans des interviews, mais au sujet de la semaine ou d'une scène précise, et qui se sont retrouvés compilés dans ce dossier de presse. Bon, ça me va, hein, c'est des références que j'ai et que j'admire. Mais pour Mars, oui, Coppola pour Conversation secrète. Ah, pas vu, pas encore. Oui, oui, bah voilà, il est très bien. Ah ouais, Palme d'Or en plus. Oui, Palme d'Or et film entre Le Parrain 1 et 2. Il a voulu se faire une petite pause de gros films énormes, donc il s'est fait ça, un petit film comme ça qui au final est quand même vraiment hyper bien. À quoi je peux penser Oui, si, après moi j'avais surtout comme référence, c'est plus des trucs de mise en scène en fait, mes références. Et c'est des choses j'ai emprunté un peu à De Palma et notamment à Dress to Kill. Sur une séquence de reflets de lumière dans une lame. Après, plus dans le côté Chinatown, pour le côté enquête, détective privé, film noir. Ça, c'était du côté plutôt du scénario. On peut parler de scénario aussi. Oui, 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 bien sûr, mais c'est un petit peu la galaxie autour du film. Mais il y a aussi un film de John Borman que j'aime beaucoup, qui s'appelle, j'espère ne pas me tromper, Point Blank. Avec Lee Marvin, et il y a des séquences de mise en scène vraiment folles dans ce film et qui m'ont inspiré certains passages de Mars Express, des choses un peu plus abstraites dans la mise en scène qui se passent dans le film de temps à autre. Voilà quoi. Dans les références, alors peut-être je me trompe, mais il me semble avoir vu peut-être une référence à Terminator 2 au moment, dans le passage du couloir avec Ouais. le double de... Ah, j'ai plus son nom, June. June. Ouais, June. Là, ça m'a fait penser à Terminator 2. Ouais, alors ouais, peut-être ça que c'est moins un... Je pense que je vais simplifier à l'avenir en disant oui, c'est un hommage, bien sûr. C'est moins un hommage que j'ai pas eu de meilleure idée. Mais ça fonctionne. Oui. Si ça fonctionnait chez Cameron, ça peut très bien fonctionner. Oui, Et bien ici, sûr, ça bien fonctionne sûr, très bien bien, sûr. donc c'est normal. Enfin, Mm. les références, on les cite et on les recrée, c'est normal. Tous les cinéastes font ça, donc Ouais. voilà. Je pensais aussi peut-être à Blade Runner, peut-être, ou Minority Eh Report. ben, plus Minority Report pour moi que Blade Runner, qui est pas un film que je porte trop dans mon cœur, bizarrement. J'ai un... Ouais, je sais... C'est mon film de science-fiction préféré. Bah ouais, désolé, C'est pas grave. je mets les deux pieds dans le plat, mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans Blade Runner, bien sûr, son esthétique, c'est une pierre angulaire évidemment de l'imagerie science-fictionnesque, j'adore la BO aussi, mais... autant j'aime le début, autant au bout d'un moment je m'endors à chaque fois dans le film, Mais pareil. j'arrive pas à tenir. C'est ça que j'aime. Ah oui, mais voilà, alors ça peut être quelque chose qu'on aime. Moi, c'est parce que je me fais un peu chier et que, en fait, en y réfléchissant au film, parce que je me disais, on fait un peu un film comme Blade Runner finalement, futur, enquête. Et après, je réfléchissais, je me disais, c'est quoi son enquête à Descartes? C'est zoomer dans une photo et se déguiser en journaliste. Voilà, fin de l'enquête. C'est pas grave, hein, d'ailleurs, c'est pas ça qui compte. Disons que Mais, le 2 est un peu mieux sur le côté enquête.
Le 2, j'aime pas trop, mais j'aime pas tellement Denis Villeneuve. Mais bon, je sais pas si je dois dire ces trucs-là parce qu'après. Non, ça va, je l'entends, mais il y en a d'autres au studio qui l'entendront pas, ça. Non, mais je crois j'ai cru comprendre que c'était mieux de pas dire du mal des autres réalisateurs ou des films des autres parce que si tu les rencontres un jour, t'es un peu emmerdé. T'inquiète, on fera 50 écoutes avec ça, donc il y aura pas Villeneuve. Bon, alors je vais tout balancer. Là, c'est sur le casting vocal. Il y a une voix qui se reconnaît entre mille quand on regarde un petit peu YouTube. C'est Renaud Giesonek, qui est aussi connu pour étant le capitaine du Nexus 6 sur YouTube. Bien sûr. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec lui? D'autant plus que, quand on parle de science-fiction, en France, il fait quand même partie bien sûr. des personnes incontournables. Comment tu t'es retrouvé à... On a discuté ensemble sur, je sais plus, Instagram ou Twitter, parce qu'il avait vu Last Man, qu'il avait trouvé ça cool. Et moi, je connaissais ce qu'il faisait. Et je lui ai dit, bah super, que t'aimes bien, moi j'aime bien aussi ce que tu fais, ça tombe bien et tout. Donc on a commencé à discuter, et puis un de ces quatre, il était passé à Paris, on a bu un coup, machin, on discute, on devient potes, et puis... je sais pas, oui, mais bien sûr, il me parle de j'aimerais bien faire des voix de dessins animés un jour. Écoute, si un jour t'as un petit rôle, un truc, écoute, je serais ok pour essayer. Et à un moment donné, j'étais là, sur le coup, je me suis dit, je vois pas trop de personnages dans Mars Express qui lui ressemblent ou quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis idiot, il faut pas que je réfléchisse en termes de, faut que les gens ressemblent aux personnage, c'est surtout une espèce de croisement entre un jeu, une voix et un nouveau physique qui crée un nouveau personnage en fait. Et donc je lui ai proposé le rôle du Brain Farmer. C'est vrai qu'au niveau physique, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Non. Il est très ingrat dans le personnage dans le film. Ah, le personnage Oui, dans le film, bien sûr. Le Brain du Farmer. montage si jamais T'inquiète, je crois qu'on a assuré derrière l'explication. Mais voilà, bien sûr, rien à voir. Mais j'ai trouvé qu'il l'avait fait vraiment très bien. J'étais très content parce que je me suis souvenu de sa façon de jouer dans ses sketchs et dans ses vidéos du Nexus 6 et de pousser les intonations et des fois de partir assez loin. Je me suis dit, ouais, ça peut marcher avec ce personnage exubérant de Brain Farmer dans Mars Express qui est comme une sorte de vendeur de bagnole à l'ancienne qui va essayer de te convaincre, dire qu'il a la même à la maison, tout le temps de faire ce boulot, on l'a pas précisé, qui est un boulot de lobotomisation quasiment des travailleurs qui se mettent un casque énorme sur la tête et qui accélèrent leur cervelle 50 fois. Bref. Et donc moi je trouve que ça marche très bien, à chaque fois il me fait rire et même les personnes qui connaissent pas le capitaine du Nexus 6, quand ils entendent cette séquence, le personnage et sa voix et son acting et tout ça fonctionne bien et ils se marrent tout le temps quoi. Et une petite dernière question sur le doublage, j'ai vu que pour Carlos c'était Daniel Joe Lobé, j'espère que je me trompe pas. Joe Lobé, ouais. Est-ce que c'était une évidence puisque c'est la voix française de Cyborg? Donc je me suis dit, est-ce que c'était... Tiens, une fois un cyborg, on pense à lui... La voix française de Cyborg, oui. Cyborg dans Star Trek? Non, dans l'univers des DC Comics. En fait, toutes les apparitions de Cyborg, c'est lui qui les double. En tout cas, je suis vraiment nul en comics en général. Le comics de super-héros, j'y connais rien. En faisant des recherches, je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo parce que du coup, il joue... Alors c'est pas vraiment un cyborg qui joue, mais on s'y rapproche un petit peu, donc je me suis dit tiens, c'est marrant qu'on lui fasse jouer ce rôle. En effet c'est marrant parce que c'est pas du tout voulu, c'est pas du tout prévu comme ça. Moi je savais qu'il avait fait le Witcher dans les jeux vidéo le 2 et le 3. Mais même ça, je l'ai découvert après. En fait, il s'avère que il a fait un personnage, peut-être même plusieurs dans la saison 2 de Last Man. Et que c'est mon co-scénariste Laurent Sarfati qui l'avait entendu en cabine d'enregistrement, enfin au moment des voix, et qui m'a dit Daniel il est super fort et je pense qu'il ferait un super Carlos et tout, il faut que tu l'écoutes, faut que tu entendes sa voix, à mon avis il est parfait pour le rôle et tout. Et j'ai écouté effectivement quelques enregistrements qu'il avait fait sur des films ici et là, des jeux et tout. Et je me suis dit ouais c'est clair, c'est bien, ça me plaît. Donc voilà, on lui a fait passer un petit test qui en fait était pas du tout un test, il a fait le rôle direct quoi. Ah bah il est très bon. Enfin, petite dernière question. Bon là peut-être aussi c'est un heureux hasard. Il y a
un dialogue dans le film qui m'a fait rire parce que avec ce qui se passe actuellement, il y a une résonance. Et je voulais savoir si ce dialogue, vu qu'il est en hors-champ, il a été enregistré à la dernière minute. C'est un moment, alors c'est vers la fin du film, et il y a ce dialogue, est-ce que vous condamnez sa violence? Ah oui. Et justement, Non. on l'a beaucoup entendu mais ces en fait- derniers temps, et je me dis, est-ce que c'est un truc qui a été enregistré à la dernière minute, juste oui. pour être dans l'actualité? C'est mon hommage à Léa Salamé. Et justement, je pense à elle. En fait, elle l'avait. C'est une phrase qui était souvent revenue à l'époque des Gilets jaunes aussi. Oui. Et qui est revenue encore maintenant aujourd'hui, parce que finalement, dès que tu as des mouvements sociaux qui perdurent et qui sont éreintés par la police ou par le pouvoir en place, ils se défendent. Et généralement, la bourgeoisie médiatique va commencer à se défendre en accusant, disons, les oppressés d'être les agresseurs et en disant qu'ils sont violents. Et que dès que tu auras une figure politique sur un plateau, il va falloir qu'il fasse amende honorable pour dire que oui, non, je suis mesuré, donc c'est des violences que je condamne. Mais en fait, non, enfin bref, pour moi, il fallait parodier ça et le placer dedans pour dire la télé change pas, c'est toujours tenu par les mêmes. Tu vois. Ça passe très bien en plus. Bon, Et puis c'était pour faire un hommage aussi à l'époque qu'on traversait effectivement. Et en voyant Usul dans le casting vocal, je me suis dit c'est marrant parce qu'il a fait un épisode là-dessus de ouvrir les guillemets. Oui, il l'a fait récemment, ouais. Donc voilà, je trouvais le clin d'œil sympa. Voilà. Pour ma part, j'ai fini les questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, et on peut retrouver le film du coup, alors le 21 novembre, 22 novembre. 22 novembre Ouais. 22 novembre, voilà, parce que hier sur la plage on était 21-22. C'est ça, mais c'est parce que hier mercredi. Parce que hier on était le 21. Hier, Et donc je pense que Laurent s'est trompé, il s'est dit non, c'est le 21. Bon bref, 22. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci et à toi. on souhaite que le film fonctionne en tout cas. Merci.